Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Aujourd'hui, un numérique pour tous dédié à l'avenir de la démocratie participative. Alors, grève à répétition, désengagement de la vie politique. Pourquoi nos démocraties sont-elles en crise? Est-ce la faute des géants du numérique ou des politiques? Et comment donner votre avis sur des sujets de société qui vous tiennent à cœur en participant à des consultations citoyennes? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants avec nos invités. Le numérique pour tous spécial démocratie participative, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial démocratie participative. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Daucher qui va nous partager ses perspectives et ses visions sur le sujet. Axel, bonjour, vous êtes président et fondateur de Make.org, une association qui permet aux citoyens de prendre la parole dans les débats publics. D'abord, comment est née cette ambition, Axel? Alors bonjour Vanessa, en fait cette ambition elle est née il y a maintenant 8 ans d'un constat qui maintenant est assez courant sur la démocratie, qui est une sorte de critique performative de la démocratie, une démocratie qui a du mal à agir sur le réel des gens, ou en tout cas les gens le perçoivent en tant que tel, mais aussi une démocratie qui a du mal à réconcilier. Aujourd'hui, les phases électorales sont des phases de rupture et non plus des phases de réconciliation. Et donc c'est comme ça qu'avec Alicia Combaz, on a fondé Make.org, dont le rôle est de créer de l'engagement entre les élections des électeurs sur des grands sujets, de façon à de les impliquer dans l'action publique et l'action civile, mais à très large échelle. Et c'est ça, Make.org, c'est ça. Alors, il semble que partout en Europe, on ait ces crises des démocraties, on va dire. Les signes concrets, ce sont quoi? Des manifestations, des gens qui ne vont pas voter, concrètement? Non, ça, pour moi, ce sont vraiment les effets induits. Le vrai sujet, c'est la crise de confiance. C'est-à-dire quand on demande aux gens le taux de confiance qu'ils ont par rapport aux institutions, que ce soit en France, les institutions européennes comme les institutions françaises, et dans les institutions françaises, est-ce qu'elles sont locales ou nationales, on s'aperçoit que quasiment sur tous les volets, il y a une croissance qui est en baisse constante d'année en année, et on perd ce que Rosan Vallon appelait le sentiment de démocratie permanente, c'est-à-dire ce sentiment qu'ont les Suisses encore, qui résistent, que chacun a la faculté d'agir sur l'intérêt général. Parce que cette faculté, elle crée une responsabilité, et sur cette responsabilité, la démocratie peut vivre. Et aujourd'hui, en France notamment, c'est le contraire. On perd le sentiment d'avoir la faculté de pouvoir agir. Alors, on a tendance de dire que les plateformes digitales, en permettant à tout un chacun d'avoir un avis, une opinion sur tout et n'importe quoi, ont quelque part bouleversé ce rôle et ce rapport à l'État. Est-ce que effectivement, vous confirmez que les géants du numérique, quelque part, ont pris une part dans le débat politique qui nuit à cet engagement ? Alors, je suis un petit peu plus modéré. Je dirais que, de façon générale, elles ont créé pas mal d'engagements avec des effets très positifs, notamment sur des pays qui ont permis des révolutions qui n'auraient pas existé sans elles. Donc, il y a une partie positive. Le drame, c'est pas que les gens participent sur les réseaux sociaux. C'est que on considère que ce qui se passe sur les réseaux sociaux devient légitime et devient une forme de réalité. C'est à ce moment-là que c'est dramatique. Et d'ailleurs, chez Make.org, c'était un des sujets, c'est de se dire de créer des possibilités de participer, mais en dehors des réseaux sociaux. C'est-à-dire dans des systèmes dont la vocation est la démocratie et la participation démocratique, et non pas simplement la vocation de faire de l'audience sur les réseaux sociaux. Donc leur responsabilité aujourd'hui, c'est d'être des cristalliseurs des clivages de la société. Les gens pas d'accord, ça existait avant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu des canyons infranchissables avec des gens qui se parlent plus parce qu'ils sont dans des bulles et qu'ils ont l'impression que finalement ils ont personne de les challenge finalement sur leurs opinions. Donc c'est ça la responsabilité des réseaux sociaux. Alors justement, paradoxalement, le numérique a du bon, puisque vous l'utilisez chez Make.org. Dans quelle mesure le numérique peut être utilisé à bon escient pour réconcilier, on va dire, toutes ces opinions? Alors il y a 3 règles si on veut réellement pouvoir utiliser la participation citoyenne pour que ça serve à quelque chose, pour être clair. Premièrement, c'est qu'il faut toucher les gens qui ne sont pas engagés et pas simplement les gens engagés. Donc, c'est-à-dire créer des expériences de participation citoyenne qui sont à la hauteur du citoyen le moins engagé. Parce que celui qui est déjà engagé, il est déjà dedans. En revanche, il faut aller chercher la majorité silencieuse. C'est la première particularité. Donc, nous, on a inventé des modes de participation très, très, très simples, notamment en répondant juste à une question ouverte.
La deuxième chose, c'est qu'il faut que les gens qui participent, ils représentent quelque chose. C'est pas des gens tirés au hasard, c'est pas des gens qui sont passés par hasard devant la porte. On va aller les chercher pour qu'ils soient représentatifs de la population. Et le troisième élément qui est absolument fondamental, c'est que ces gens-là, quand ils participent, on ne veut pas avoir une photo de leur opinion. On veut savoir là où ils sont le plus d'accord. Cette obsession du consensus, c'est ce qui fait que la démocratie participative, elle est factrice de réconciliation nationale. Alors, vous êtes récemment intervenu aux côtés du Parlement européen dans les orientations relatives à la reconstruction de l'Ukraine. Le rôle concret de Make.org dans ce contexte-là, quel a-t-il été ? Là, le sujet a été de se dire, il y a des jeunes Ukrainiens, des jeunes citoyens ukrainiens qui sont en Ukraine et aussi un peu partout en Europe. Quel regard porte-t-il sur la manière dont on doit les aider à reconstruire l'Ukraine ? C'est à la fois pour que, effectivement, on le reconstruise de bonne manière, mais c'est également, il y a aussi une catharsis vis-à-vis d'eux, qui est de dire, on est là, on va vous aider à reconstruire, comment on le fait avec vous ? Et donc, on a plusieurs dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens, donc sur tous ces territoires qui ont participé et qui ont permis de bien comprendre l'état d'esprit dans lequel on pouvait les aider. Donc, c'est les aider, eux, ils voient leur avenir en Ukraine et pas en dehors d'Ukraine. Ils voient leur avenir dans le cadre de l'Europe et pas en dehors de l'Europe. Et ils sont très attentifs à des sujets très régaliens, sur la santé, sur évidemment la sécurité, mais aussi l'éducation. On sent une véritable ambition extrêmement forte pas simplement de gagner la guerre, mais de reconstruire de façon extrêmement ambitieuse l'Europe. Alors, toujours en termes de démocratie participative, on connaît tous le sujet actuellement qui mobilise beaucoup de gens, les retraites. Vous avez été interrogé, on vous a consulté pour mettre une consultation citoyenne ? Alors, non, je n'ai pas participé. On a beaucoup travaillé sur la fin de vie au préalable, mais en revanche, sur les retraites, on n'a pas du tout participé. En revanche, ce qu'on essaye de faire avec notamment la Caisse des dépôts, c'est de passer le Rubicon et de se dire le sujet, il y a un sujet réglementaire, maintenant il y a un autre sujet qui est extrêmement important, c'est comment on accompagne les jeunes retraités. À la fois dans leur rôle dans la société, à la fois dans la préparation un petit peu anticipée de leur perte d'autonomie. Toutes les études montrent que c'est dans ces années-là que se passent énormément de choses qui vont complètement changer la fin de vie des gens. Et en fait, c'est l'angle mort des politiques sociales. Et donc voilà. Donc avec la Caisse des dépôts, on va essayer de s'adhérer à un grand programme de 3 ans, une grande cause pour développer l'épanouissement des seniors. Alors là, vous avez fait une transition un peu rapide avec la fin de vie, mais je vais malheureusement revenir dessus. C'est aussi un sujet qui nous préoccupe tous. Est-ce que vous êtes interrogé sur il va y avoir une consultation sur le Alors moi, j'ai traitement beaucoup travaillé sur la fin de vie. Donc, il y a deux choses qui, quand on interroge les Français sur comment mieux prendre soin des aînés, en fait, de cette partie la plus difficile, il y a 3 choses qui ressortent. La première chose, c'est les aidants. Le sujet des aidants, comment est-ce qu'on aide les aidants, comment est-ce que les aidants peuvent continuer à vivre dans leur rôle d'aidants, comment ils sont reconnus en tant que tels. Un deuxième sujet qui est le lieu de vie, le lieu de fin de vie étant le reflet de la dignité de toute son existence, et donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Et puis la modalité de fin de vie, effectivement, qui ressortait. En revanche, nous, au-delà d'avoir capté ça comme étant un sujet, tout le monde le sait, tout le monde est angoissé par ça, soit pour ses parents, ses grands-parents, pour ses conjoints. Ce qui est très important, c'est que le diable est dans les détails, et c'est vraiment à ce moment-là que c'est compliqué. Donc le fait qu'il y ait une convention citoyenne sur la fin de vie était une bonne chose. Ça a permis de creuser les sujets. Maintenant la décision revient au Parlement, et c'est au Parlement de se positionner. Alors très concrètement, tous les citoyens et les auditeurs qui sont parmi nous et qui nous écoutent, comment peuvent-ils participer justement s'ils veulent s'emparer d'un sujet? Quelle est la démarche? Alors en fait, nous, on a mené plusieurs centaines de consultations, donc ils peuvent aller sur Make.org et les consultations, mais le sujet, c'est que nous, on va aller les voir. Donc, vous allez voir, normalement, sur tous les sujets qui les concernent, ils vont être à un moment à recevoir soit un mail, soit à travers un push digital. Ils vont pouvoir avoir accès à des grandes questions de société sur lesquelles ils vont pouvoir répondre. C'est ça notre modalité. Et donc là, vous créez des cohortes, juste pour conclure, qui sont représentatives. C'est tout. Ça, c'est important. C'est ce qui nous rend unique d'un point de vue mondial, c'est qu'on est capable d'aller chercher non seulement des dizaines de millions de personnes, mais également de s'assurer qu'au niveau d'une ville ou d'un quartier ou d'un pays,
on ait la représentativité de la population. Axel Daucher, merci pour votre éclairage. Je rappelle donc make.org. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de découvrir comment et pourquoi la ville de Paris fait désormais appel à des consultations citoyennes pour répondre aux enjeux de ses administrés. Avec nous également une banque qui a à cœur d'associer les jeunes dans les orientations de ses investissements. Le numérique pour tous, spécial crise de la démocratie, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial démocratie participative, nous allons découvrir comment la ville de Paris se veut un modèle de démocratie participative. Et oui, en associant ses citoyens aux grandes décisions. Anouche Toragnan, bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de Paris en charge de la vie associative et de la participation citoyenne et également du débat public. Alors, en tant que Parisienne, j'ai envie de vous demander, tous les chantiers qu'il y a à Paris, les embouteillages, l'agressivité, la guérilla urbaine, comment on peut devenir un modèle de démocratie participative en partant d'aussi loin ? Alors, d'abord, vous dire que la ville de Paris a une longue tradition en matière de participation citoyenne. C'est pas nouveau puisque déjà en 2014, quand la maire de Paris avait été élue, elle avait démarré cette tradition avec le budget participatif, qui était donc l'outil phare de la ville de Paris en matière de participation citoyenne, dont elle s'était inspirée d'ailleurs d'un modèle qui existait déjà au Brésil. Le budget participatif, en 2 mots, c'est ce dispositif qui permet aux Parisiens de pouvoir déposer une idée, la ville de Paris de l'instruire, de dire si elle est faisable, les Parisiens de la voter et ensuite à la ville de pouvoir la réaliser. Donc on était parti de ce grand moment avec le budget participatif et au moment du 2e mandat, donc en 2020, la maire de Paris avait la volonté de renforcer les dispositifs de participation citoyenne et de créer un vrai pacte de gouvernance entre la ville et les Parisiens, considérer que, comme le disait Axel, la démocratie à éclipse ne fonctionne plus et que demander leur avis à l'occasion d'un vote, une fois tous les 6 ans, c'était plus possible et qu'il fallait qu'on crée davantage de temps démocratique à Paris pour que les Parisiens puissent donner leurs idées, puissent donner leur avis, puissent contribuer à élaborer à nos côtés l'action municipale, d'où la multiplication de dispositifs en ce sens. Alors, un dispositif récent sur lequel vous avez interrogé les Parisiens, ce sont les mobilités parisiennes et notamment les trottinettes qui ont fait l'objet d'un vote il y a un peu plus de 2 semaines. Quel a été le déclencheur ? C'est l'agressivité ? C'est les accidents ? Comment est venue cette idée ? Alors justement, fort de cette expertise, de cette capacité aussi de la ville à déployer ce type de dispositif, on avait la volonté d'innover et on avait créé, mais j'en parlerai un peu plus tard, une instance qu'on appelle l'Assemblée citoyenne de Paris qui travaillait déjà sur un certain nombre de sujets. On avait créé pendant le Covid aussi une sorte de panel citoyen Covid avec lequel on interagissait régulièrement et donc on avait la volonté d'innover, de créer comme une sorte de grande consultation un peu massive et d'aller chercher justement celles et ceux qui se sentent ou qui sont effectivement les plus éloignés de la participation citoyenne. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à make.org pour créer cette grande consultation sur une question assez simple, comment bien vivre à Paris. Et lors de cette consultation qui a réuni plus de 115 000 participants, qui a créé plus de 10 000 propositions pour pouvoir améliorer justement le quotidien à Paris, un certain nombre de sujets sont ressortis et on avait à cœur justement de faire ressortir des éléments de consensus. Il y avait des éléments de controverse bien sûr, mais de faire ressortir des éléments de consensus. Et le premier élément de consensus, c'était la volonté de mieux partager et de mieux apaiser l'espace public. Et donc, partant de ce principe, la maire de Paris a considéré qu'il y avait un sujet de débat, qui était celui des trottinettes en libre service à Paris, et a décidé de trancher ce débat, non pas toute seule dans son bureau entourée de son équipe, mais de le faire à la lumière de l'avis des Parisiens. Et donc, elle a eu la volonté de démarrer et de lancer cette première consultation parisienne, citoyenne, et donc de pouvoir laisser la parole aux Parisiennes et aux Parisiens sur ce sujet ô combien clivant. Alors, apparemment, il y a 18 sujets qui ont émergé de cette consultation. Vous pourriez nous partager les 5 premiers sujets qui rendent un petit peu épidermique les Parisiens ? Alors, sous le contrôle d'Axel, le premier était donc l'espace public, sans beaucoup de surprises, mais comment est-ce qu'on fait pour mieux le partager, mieux l'apaiser, et ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus globale sur le code de la rue, comment est-ce qu'on fait avec l'émergence des mobilités douces, notamment pour mieux partager cet espace public. Le second était celui de la propreté, de savoir comment est-ce qu'on, la sécurité, la propreté. Le troisième était celui de savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer les commerces de proximité à Paris. Il y avait aussi le sujet du
du logement. Mais globalement, et on était assez surpris d'ailleurs des résultats, parce qu'on s'est rendu compte que assez spontanément, les Parisiennes et les Parisiens ont répondu sur des sujets qui étaient de la compétence de la ville de Paris. On aurait pu s'attendre que dans un climat social un peu complexe, dans un contexte de guerre en Ukraine aussi, on aurait pu penser que les Parisiens auraient répondu sur les sujets d'inflation, le sujet du pouvoir d'achat, le sujet des services publics, sur la santé par exemple. Et les Parisiens ont répondu sur des sujets de compétence de la ville. Et ce qui nous donnait d'ailleurs une certaine forme de feuille de route à suivre. Et la volonté qu'on avait, c'était que cette consultation, cette grande consultation, puisse impacter véritablement notre action municipale et qu'on soit pas seulement sur des questions philosophiques. Donc voilà, un certain nombre de sujets qui constituent une feuille de route qu'on traite et qu'on traite par différentes manières. Par exemple, le sujet de l'espace public, on le traite à la fois avec cette consultation citoyenne sur les trottinettes, mais on a aussi tout le travail qui est fait sur le code de la rue, qui était d'ailleurs fait depuis 18 mois avec l'Assemblée citoyenne de Paris, cette assemblée constituée de 100 Parisiens tirés au sort, qui travaillaient d'ores et déjà sur ce sujet. Donc si je vous écoute bien, horizon 2024, on aura une ville qui va redevenir la ville lumière, apaisée, agréable, propre. Moi, je considère qu'elle est toujours et encore la ville lumière, mais en effet, notre volonté, c'est de pouvoir toujours s'améliorer et de pas seulement faire des politiques publiques pour les Parisiens, mais avec les Parisiens, et de considérer qu'il y a un pacte de gouvernance et qu'on fait notre action municipale en co-construction, même si j'aime pas tellement ce mot de co-construction, mais en élaborant nos politiques publiques avec les Parisiens. Bon, on le souhaite tous. Dernière question, Anouche, la relation à l'engagement a quand même évolué. Les associations sont boudées au profit d'actions bénévoles et plus spontanées, plus individualistes. Et il semble que la ville de Paris, justement, ait observé ce phénomène presque sociologique pour ressusciter de l'engagement, mais d'une manière un petit peu différente. Vous pourriez nous en parler ? Absolument. En fait, on considère que la volonté d'engagement des Parisiens n'est plus approuvée. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on l'a vu malheureusement aussi pendant la guerre en Ukraine, on le voit aussi l'été quand on a des pics de chaleur. On voit qu'il y a une volonté d'engagement, mais que cette volonté d'engagement, elle diffère des formes un peu plus traditionnelles associatives, de quand on rentrait dans une association, qu'on prenait sa carte de membre, qu'on y allait tous les samedis matins ou le soir en semaine. Donc on avait la responsabilité en tant que ville de Paris de créer du lien entre ce besoin d'engagement des Parisiens et des missions d'intérêt parisien. Et donc on a créé ce qu'on appelle la communauté des volontaires de Paris, qui permet et qui repose sur un triptyque assez simple: formation des Parisiens, parce qu'on a la volonté de leur donner davantage de pouvoir d'agir, de les former à un certain nombre de sujets qui ressortent enrichis, si je puis dire, de cette expérience. Des missions d'intérêt parisien, à l'instar, par exemple, pour celles et ceux qui le connaissent, de la Nuit de la Solidarité, une fois par an, qui suscite un engagement assez fou de la part des Parisiens. Et le troisième point de ce triptyque, la valorisation de cet engagement pour pouvoir valoriser toujours plus cette volonté d'engagement. Et en fait, ça, pour répondre à la question de la participation citoyenne, ça correspond à ce qu'on appelle la démocratie du faire, c'est-à-dire pas seulement donner ses idées, voter, mais aussi faire partie prenante de ce collectif, de cette ville, en prenant, en étant physiquement actif, si je puis dire, de cette ville. Pour en savoir davantage, on va sur le site de la ville de Paris. Absolument, le site de la ville de Paris. Et pour rejoindre les questions numériques, on a lancé 2 plateformes, décider.paris.fr et agir.paris.fr. Merci beaucoup, Anouche Toragnan. Je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Et tout de suite, dans ce numéro pour tout spécial démocratie participative, nous allons découvrir comment les banques associent les citoyens pour créer des territoires à leur image. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Laure de la Bretèche. Laure, bonjour, vous êtes directrice déléguée des politiques sociales au sein de la Caisse des dépôts. Et j'ai envie de vous demander, dans quelle mesure la Caisse des dépôts font-elles ces interventions sur les demandes et besoins du citoyen ? Bonjour Vanessa, alors c'est une très bonne question, sachant que l'histoire de la Caisse des dépôts remonte à plus de 200 ans et qu'elle s'est créée d'ailleurs sur une énorme crise de confiance à la fin des guerres napoléoniennes, et que sa devise, Fides Publica en latin, puisqu'à l'époque on maniait beaucoup le latin, ça veut dire foi publique, confiance publique. Donc le sujet, c'était bien celui-là, c'était un sujet de démocratie pour créer une institution qui mette des ponts entre les citoyens et les institutions auxquelles les Français de l'époque ne croyaient plus vraiment. Donc aujourd'hui, cette Caisse des dépôts et consignations, pour lui donner son terme, elle a voulu effectivement se réorganiser avec une notion fondatrice dans un de ses leviers d'action, qui est la Banque des territoires, pour indiquer ce que vous indiquez, Vanessa, c'est qu'on a besoin d'aller chercher les citoyens là où ils vivent sur les territoires, et que financer, organiser, soutenir des projets, c'est d'abord être à l'écoute de
ces citoyens eux-mêmes et de ceux qui le représentent, c'est-à-dire les élus. Donc, quelle est la manière de faire de la Caisse des dépôts ? C'est toujours effectivement de travailler avec d'autres. Elle n'agit jamais seule. Elle travaille avec des élus, avec les parties prenantes. Elle monte des projets. Et ces projets, elle essaye de les accompagner de bout en bout par ses crédits d'intervention, par ses prêts, par ses investissements. 2 exemples. Action Cœur de Ville. Comment on fait ? On essaye de réinjecter dans les cœurs de ville, donc dans les centres-bourgs, une capacité à repenser l'espace public, les services, etc. Autre exemple, plus numérique celui-là, Mon Parcours Handicap, qui a été créé récemment par la Caisse des dépôts du côté des politiques sociales et qui vise à permettre aux personnes en situation de handicap de s'orienter dans tous les moments de leur vie. Donc dans ces 2 cas-là, il s'agit bien d'intérêt général, d'apporter aux citoyens des solutions, soit dans leur espace de vie, soit avec l'appui du numérique. On parlait tout à l'heure des plus âgés, hein. Vous avez notamment lancé un conseil des résidents et des familles. Vous pourriez nous en dire un peu plus ? Quel était l'enjeu ? Oui, alors en fait, effectivement, la Caisse des dépôts s'intéresse à tout le parcours de vie. Donc au sein des politiques sociales, on a soutenu la grande cause jeune dont Axel a dit très rapidement un mot tout à l'heure et qui sera sans doute prolongée par une autre cause que nous soutiendrons. L'idée, c'est effectivement de s'intéresser à ce parcours de vie et de savoir aller chercher la démocratie. Donc là où la Caisse des dépôts a activé effectivement ce conseil des résidents et des familles, c'est dans une de ses filiales associatives qui s'appelle ARPAVI. Et on s'est posé la question à la fin de la crise sanitaire de restaurer finalement une participation aux décisions. Parce que la démocratie, ça n'est rien si on n'a pas la preuve qu'au-delà de ce qu'on dit, on fait. C'est ce que disait Anoucha tout à l'heure et elle a tout à fait raison. Il faut donner aux gens la prise sur ce qui les concerne. Et donc, le Conseil des résidents et des familles, pour cette association ARPAVI, ça a été de se dire, bien sûr, il existe des conseils de la vie sociale dans les établissements, les résidences autonomie d'ARPAVI, mais il nous faut une instance, en fait, de dialogue, de discussion et de préparation des décisions avec eux. Et on leur soumet quoi ? On leur soumet, par exemple, la création d'une plateforme d'alerte, qu'on a appelée plateforme.net. On leur soumet la création d'une nouvelle offre en matière de santé dans les résidences autonomie. Alors, juste pour visualiser, pour qu'on participe. comprenne bien, pour que nos auditeurs comprennent, là vous parlez de tous les aidants qui accompagnent les personnes qui sont dans les résidences pour réinstaurer un dialogue, juste pour qu'on comprenne bien. Non, ce conseil des résidents et des familles, il va justement, au-delà simplement de la notion d'aidant, il va chercher les gens qui vivent dans les résidences autonomie et les familles qui sont, et qui avec leur famille, du coup, ont finalement peu d'écoute en général des institutions. Et l'idée, c'est de restaurer cette écoute et cette soumission des décisions dans le cœur des décisions de l'association. Autrement dit, on a dans notre conseil des résidents et des familles des personnes qui sont elles-mêmes accueillies par l'association dans les résidences autonomie ou dans les EHPAD, et nous avons aussi des membres de leur famille qui ont eu envie de contribuer, soit qui sont déjà eux-mêmes membres des conseils de la vie sociale, puisque certains y sont, soit qui ont perdu un proche mais qui veulent continuer à participer à la vie de l'association de cette façon. Évidemment, c'est un conseil qui doit prendre en compte la fragilité personnelle de chaque personne, hein, et on a évidemment aussi pour les accompagner un certain nombre de nos professionnels dans cette instance. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent vraiment toucher aux décisions stratégiques de l'association. Et la démocratie, c'est ça. C'est pas simplement parler au nom d'eux, faire au nom d'eux, mais c'est aller chercher finalement, en l'écoutant, la parole des personnes pour leur restituer la valeur de la décision. Très clair. Vous parliez tout à l'heure, et pour conclure en une poignée de secondes, des jeunes. Quelle est l'action de la Banque des Territoires justement par rapport à la grande cause nationale qui concerne les jeunes ? Alors, Caisse des dépôts, en fait, en l'occurrence, qui a participé directement à la cause jeune d'Axel Dochez, enfin qui a été initiée par Mec.org. Notre idée, si vous voulez, c'est qu'on doit, sur ce parcours de vie, être aussi à l'écoute des besoins des jeunes. Et il y a des sujets sur lesquels des institutions comme la Caisse des dépôts, qui a développé Mon compte formation, qui a développé Mon parcours handicap, qui développe des actions aussi au service des jeunes dans toutes ses formes, la Banque des Territoires en investissant dans des projets ou au titre de ses politiques sociales, elle est parfois insuffisamment irriguée par la parole de ces jeunes. Et ce que permet Mec.org de cette façon, c'est d'aller chercher, comme le disait tout à l'heure Axel Dochez, d'aller chercher vraiment cette parole en direct. Et donc sur les jeunes, par exemple, 2 exemples, il y a 10 actions qui ont été sélectionnées, qui doivent donner lieu à un plan d'action, c'est ça qui est très important. Un YouCan qui vise à mettre en contact les jeunes avec des possibilités de métier et de leur rendre très concret, grâce à la réalité virtuelle, leur situation dans l'emploi.
et une autre qui s'appelle La Base, qui concerne les jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance, où il s'agit de créer un lieu d'accueil et d'accompagnement, d'orientation dans leur vie. Voilà des actions sur lesquelles on a envie de poursuivre et de travailler dans les années qui viennent. YouCan et La Base, on retient. Merci beaucoup Axel, Laure et Anouche pour vos témoignages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.